Oui, c'est la rentrée. On est vraiment un gosse. C'est la rentrée, Manuel. C'est vrai, c'est la rentrée. Romain, c'est la rentrée. Oui, c'est la rentrée. Ce mot me fait peur. Il a peur du mot rentrée. Ouais, ça me C'est tend. peut-être son aversion pour l'école qui fait qu'il a peur de ce mot-là. Non, en fait, ma peur vient du fait que du coup, j'ai été en vacances. Non, Oh ça là peur. là, oh là là, oh là 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 là. Ouais, Oh bah là. arrête ton char. T'as pas eu peur d'être en vacances hein, cet été? Non, on a l'impression que ça s'est bien passé. T'as surtout peur de te faire sortir. On t'a vu avec Quel connard! ton verre de rosé, ton cigare tous les jours là. Un petit peu, c'est vrai. Voilà. Ça va les gars? Bah ça va et toi? Bah oui, super. Ça va Manuel? Ça va. Manuel, Parfaitement. t'as passé de bonnes vacances, t'as supprimé tous tes mails à la rentrée? Exactement. Je l'ai pas Ma- encore fait, je vais le faire là. Ma méthode habituelle, j'ai passé d'excellentes vacances. C'est vrai? Ouais, mieux aurait été insupportable. Ah c'est bien ça. C'est beau ça. Ça, c'est très bien. Toi Léo, t'as passé de bonnes vacances? Moi je suis comme tous les ans, j'ai pas fait trop de vacances. Enfin, Bon. je suis resté un peu à la maison. De Voilà. vacances au bureau, quoi. J'ai fait mes trucs. Ouais, j'ai bossé le mois de juillet. Mois d'août, je me suis un peu plus relâché. Mais j'étais plus en vacances pendant le mois de juin que pendant le mois de juillet, tu vois. Oui, bah ça s'est vu. Et d'ailleurs, pareil pendant le mois de mai. Et pareil. Allez, c'est Ah, bon. ok. C'est Pardon. bon. Bon, donc t'as priorisé le studio pendant les vacances. Ah, j'ai tout priorisé là. Là, j'ai bien priorisé. C'est ton sujet ça Léo? C'est toi qui nous l'a... Ouais, j'avais envie de parler de priorisation. C'est un peu le sujet qu'il faut amener à la rentrée. Eh ben, moi, je trouve que c'est parfait à la rentrée parce que on a tous vu pendant les vacances à quel point le temps s'arrêtait et à quel point c'était agréable de pas avoir de sollicitation en permanence, de pas avoir un déménagement ce week-end, de pas avoir tout le temps à dire oui à des projets de merde auxquels on croit pas, mais on a un peu trop de pression sociale donc on les accepte quand même. Ça Manuel, c'est pas ce que tu dis là. Ah non, mais Manuel, il a pas besoin, il priorise déjà. Parce que lui assez c'est bien. non à 98%. Quoique. Je t'ai prêté le livre que j'ai lu justement cet été, qui s'appelle Essentialism, qui parle de l'art de l'essentialisme, c'est-à-dire l'art de prioriser finalement D'accord. sa vie. J'ai lu ce livre pendant les vacances et ça a fait écho de fou et j'avais envie d'en parler avec vous et je l'ai prêté notamment à Manuel parce que je pense qu'il y a encore des trucs sur lesquels tu peux prioriser ta vie, Manuel. Ah bah il va pas rester grand chose, moi je vous le dis. On Vous va voulez pas- que je vous mette une sale ambiance dès le début Oui. pour bien comprendre l'importance de prioriser. De toute façon, à la base, c'est pour ça qu'on t'invite, alors fais ton boulot. Alors je suis invité dans mon propre podcast, merci. Ah, c'est le sien maintenant. Maintenant, c'est le sien. C'est un gangbang ce podcast, il est passé dans les mains de tout le monde. Quoi? C'est-à-dire Romain? Romain, Mais pourquoi il a enlevé son jean là, t'as remarqué? il rentre de Monaco, il s'est pas réacclimaté. Raconte-nous Manuel. Il y a un truc qui est intéressant de mettre en perspective pour bien comprendre que prioriser, c'est vachement important. C'est la modélisation de sa vie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un Européen moyen vit 30 000 jours sur Terre. Ah ouais, ça va être terrible ce que tu vas dire. Ok? Et il en dort à peu près 15 000. Donc, vous allez vivre 15 000 jours. Enfin sauf toi quoi. Moi, un peu moins. Ouais, effectivement, je dors un peu moins que ça. Mais du coup t'auras pas 30 000 jours. Alors, T'en ça, auras peut-être aussi un peu moins. J'en aurais peut-être aussi un peu moins, on sait pas, je sais pas. Et donc, quand tu regardes les choses sous cet angle-là, tu te dis, ok, en fait, j'ai 15 000 jours de disponibles. 15 000 jours, c'est l'ensemble de ma vie. C'est pas beaucoup, hein. Non. Ça dépend. Alors la journée, vous vendez combien? C'est le connard qui revient. Bah, le connard, c'est finalement toi, hein. Je sais pas pourquoi tu t'insultes. Continue. Et non, il n'y a pas beaucoup d'autres T'imagines suites que celle-là, si ce n'est que de bien comprendre cela et de modéliser ça, que ta vie va passer en un battement de cils et donc prioriser et savoir à qui tu vas donner ton temps, c'est un sujet hyper important. 15 000 jours, ça paraît déjà pas beaucoup, mais si tu déduis tout ce que t'as déjà vécu, c'est vraiment très très t'as peu. toutes tes années où tu étais un végétal, là, c'est-à-dire à C'est savoir vrai. si, on ne sait pas encore ce que tu es, si tu vas être un poids pour la société ou contributif de valeur, donc grosso modo jusqu'à tes 20 ans, pour faire simple. Tu vas vivre 15 000 jours. Attends, je te fais un petit calcul rapide. Ouais, calcul de tête, vas-y. Donc tu as 41 années
pour faire simple, où tu vis pleinement. Le reste du temps, tu dors. Ce qui est très marrant, et là où tu as complètement raison, Léo, souvent. Sur ce que tu dis à propos de Manuel, c'est que Manuel nous dit ça, et pour autant, je pense que tu es la personne qui nous épate le plus dans la priorisation, puisqu'il y a des trucs où on se dit, mais Manuel, t'as fondé ta première boîte il y a 25 ans, etc., donc forcément tu t'occupes plus du tout de ça, alors que pas du tout. Il y a des trucs vraiment genre, je te donne un exemple, mais il suffit que la salle de sport soit dérangée et qu'il le voit un matin, il va pas se dire « Ouais, je vais appeler quelqu'un qui s'occupe de l'immeuble et c'est lui qui va le ranger ». Pas du tout, il va prendre peut-être 40 minutes dans sa journée pour refaire toute la salle de sport comme il en a envie. Mais c'est vrai. C'est ces petits plaisirs de mais la c'est vie, fou, ça. exactement. Donc en fait, la priorisation, je trouve que c'est un sujet assez difficile parce que ça dépend aussi de tes plaisirs. Parfois, tu sais que c'est un truc inutile, mais ça te fait tellement plaisir et ça te permet d'avoir tellement de valeur après dans un autre instant où t'es censé bosser et tout, que parfois ça vaut le coup en fait. C'est sûr que je préfère faire ça, par exemple, que écouter quelqu'un qui me raconte ses vacances. J'en ai rien à foutre. Ou même un truc plus simple, ça te fait plus plaisir de prendre ce temps-là plutôt que de faire le ménage chez toi. Oui, enfin, je sais pas moi qui fais le ménage chez moi, effectivement, si c'est ça la question. C'est justement pour ça que je parle de ça, c'est que ça te fait pas plaisir de passer T'essayes pas de dire que c'est dégueulasse chez moi non plus, quand même. Non, pas du tout. Au contraire, je te dis que tu préfères faire appel à quelqu'un que prendre 2 heures tous les dimanches pour nettoyer de fond en comble ton appartement. Par contre, refaire la salle de sport, ça te fait plaisir, donc tu prends ce temps-là. C'est vrai, et puis moi, si je peux faire plaisir à quelqu'un qui nettoie chez moi tous les jours, moi, je suis prêt à faire plaisir. Bon, dans Essentialism, que j'ai vraiment adoré, qui est de Greg McKeown, il distingue le monde en 2 catégories de personnes. Les connards et les autres. C'est à peu près ça. Les non-essentialistes et les essentialistes. Les non-essentialistes, ils pensent que à peu près tout est essentiel. Les non-essentialistes pensent que à peu près tout n'est pas essentiel. Donc c'est là qu'on en vient à la priorisation. Le but, c'est de vivre par design et non par défaut. Pardon ? Par design. Et non par conception, défaut. si tu préfères. Par conception. Voilà. La question que s'est posée Greg McKeown, c'est quel problème est-ce que j'ai envie d'avoir ? Il vient d'où, pardon ? C'est quoi son background, etc. Depuis quand il s'intéresse à ces sujets ? Je m'intéresse juste parce que pour savoir de qui ça vient. Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce que tu as un CV ? Lui, c'est fou. Et 2 mois à Monaco, ça l'a changé. Hein. Sans déconner. Maintenant, il demande le background des gens. Ouais. Est-ce qu'il faisait les Rubik's Cube dans le dos quand il avait 6 ans ? J'en ai aucune idée. On cherchera. Je sais pas du tout ce qu'il faisait. Il a une règle pour ça, pour dissocier ce que tu as envie de faire et ce que tu n'as pas envie de faire, qui est assez simple, qui s'appelle la règle des 90%. Et ça, je pense que Manuel l'applique très bien. C'est d'évaluer une décision. Quelqu'un te propose un projet dans lequel t'investir, dans lequel investir du temps, etc. En lui donnant une note de 0 à 10. Tout ce qui est en dessous de 9, tu ne le fais pas. Ça, c'est vrai. Je confirme. Tu le fais, ça ? Ouais, j'adore. Mais ça s'applique pas dès le début de ta carrière. Il y a quand même au début de ta carrière, tu as quand même plein de choses que tu te sens un peu obligé de faire pour faire parler de toi, pour exister, pour commencer à te créer un cercle, etc. C'est pas ça qu'il dit. Ah, ok. Il dit que... donc je fais l'interprète entre les deux. De ce côté de la table, on parle français. De l'autre côté, on parle monégasque. Et au milieu, c'est les impôts. Bien, putain, elle est belle celle-là. C'est bien, ouais. Donc... t'es sollicité, t'as plein de sollicitations, on te dit viens voir mon projet, associe-toi avec moi, file-moi du fric, mets de l'argent dans ma boîte, file-moi un coup de main, deviens mon CTO, tu seras associé de la boîte, machin, etc. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, si ça score pas à 9 sur 10, tu fais pas. Souvent, les gens, ils sont obsédés par la moyenne. Ils se disent, il faut un peu plus que la moyenne. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Tu vas donner ton temps, c'est hyper précieux. Ouais. Et c'est pas une question de est-ce que ça te fait plaisir, c'est une question de est-ce que ça rentre dans tes objectifs. Donc il faut pas que ce soit divertissant pour toi. Il faut que ça rentre dans ton objectif. Si ton objectif c'est de te divertir, si c'est à plus de 9 sur 10, c'est ok. Si ton objectif c'est de faire grimper ta boîte et qu'on te propose un projet qui va être un peu difficile, mais tu sais qu'à la fin tu vas en tirer des bénéfices, et ben à ce moment-là tu le fais. Mais tout ce qui est en dessous de 9 sur 10, tout ce qui n'est pas excellent, ça dégage. Je vais avoir du temps dès demain, moi. Ah mais on en parlait tout à l'heure, tu me disais que tu faisais beaucoup moins pendant l'été, mais tu travaillais quand même, et qu'en revanche tout ce que tu faisais, tu priorisais tellement que c'était hyper impactant. J'ai eu l'impression d'avoir la même valeur cet été, alors que j'ai bossé 3 heures par jour versus 7. J'ai eu exactement la même chose. Créativement, j'ai beaucoup moins travaillé, j'ai passé quasiment aucun temps au mois d'août au bureau, mais j'étais chez moi, je bossais juste 2 heures et je faisais plein de trucs. Ça prouve bien que vous faites plein de trucs inutiles. Complètement. Moi, je le sais depuis longtemps. Hein. N'essayez pas de me convaincre. Je regarde. Complètement. Mais d'ailleurs, on ne fait que ça. Lui, il part d'un principe assez simple.
c'est que il faut dire non donc 90% du temps et que c'est quasiment une valeur de bien-être de dire non quand on te propose des projets et qu'il faut absolument dissocier ta décision, le fait de dire non, de la personne à qui tu dis non. Parce que souvent, on a une pression sociale qui nous mène à dire oui à chaque fois que quelqu'un nous propose, nous demande notre aide pour un déménagement ou nous propose de rentrer dans un projet, etc. On se force à dire oui parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il va penser de moi ? Est-ce que ça va pas entacher notre relation sociale ? Et en fait, il dit c'est même le contraire. Quand tu dis non régulièrement, les gens te respectent plus. Bah évidemment, oui, ça c'est vrai. Et j'ai remarqué ça depuis que j'ai rencontré Manuel. On a le bingo. Non, c'est vrai. Ça, c'est fou. Et en fait, quand tu dis tout le temps oui à des projets, les gens, déjà, ils font de leurs problèmes les tiens en permanence. Ils font constamment appel à toi parce que t'es la bonne patte et ils n'ont plus aucun respect pour toi. C'est vrai. Ça me fait penser à certains créateurs. Dès lors qu'ils ont un agent, ils appellent tout le temps l'agent. C'est vrai. Quand ils vont faire caca, quand ils vont... et au final, t'es beaucoup moins sollicité et tu n'es sollicité plus que quand on sait que ça peut t'intéresser et quand t'as une vraie valeur à ajouter. Tu regardes les employés de Manuel, je pense qu'ils ne t'appelaient pas tous les matins pour régler un petit problème de logiciel. Ils vont être reçus. Voilà, peut-être qu'ils le font une fois, mais après ils le font plus jamais. Ils le font quand vraiment ils savent que tu as une valeur à ajouter et un truc à apporter. Exactement. Non, moi je passe ma vie à dire non. Ouais, ça tu sais faire. C'est dur quand même. Alors c'est deux sujets qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, mais oui, ça peut être difficile. Comment t'as appris à le faire ? En gros, moi j'aime pas trop qu'on me fasse chier. D'accord. C'est assez simple en fait. Donc par nature, je pense que j'ai pas peur de décevoir les gens. C'est-à-dire que leur opinion m'intéresse assez peu. Ça c'est fou. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va faire, c'est les résultats qu'on va obtenir. Mais savoir que ça va les émouvoir d'entendre un non ou un oui ou je sais pas quoi, ça je m'en fous un peu, en fait, dans ma vie professionnelle. Eh bien, ce qui est parce que ne me faites pas passer pour un monstre, ce qui est le total opposé de ma vie privée, dont je parle jamais. Tu passes pas pour un monstre parce que lui il parle de courage dans le livre. Il dit que c'est vraiment juste le courage de pouvoir dire non, c'est la clé du process de l'élimination. Mais c'est intéressant de différencier le professionnel du personnel parce que parfois tu t'obliges tellement à le faire dans le monde professionnel et on est tellement là aujourd'hui à travailler un peu tout le temps d'où on veut avec les moyens qu'on veut et autres qu'on vient parfois sans même faire exprès à l'appliquer dans la vie perso. Où une personne qui compte beaucoup pour toi passe à côté au moment où tu viens de finir un truc pour le boulot, te propose un truc, tu fais non, je suis pas dispo, machin. Et en fait tu différencies pas du tout le fait que t'es là, non, tu switches en mode perso et si cette personne est avec toi, etc., c'est qu'elle doit forcément obtenir plus que les autres. Et pour moi, par exemple, ça a été super difficile. Parce qu'au début, pour l'appliquer dans le monde pro, ce que je faisais jamais, je disais oui à tous les events, les trucs, les machins, j'avais l'impression de devoir l'appliquer en mode perso. Je suis passé pour un monstre pendant 2-3 ans parce que je me fermais toutes les portes. Tu as fait l'inverse de Manuel. Et c'est pour ça que j'ai prêté le livre à Manuel, qui va le lire d'ailleurs. Parce que tu me l'as prêté en papier, c'est moins facile. Manuel dit beaucoup non dans le pro, beaucoup moins dans le perso. Quand il aime bien les gens, il est extrêmement généreux. Et à mon sens, peut-être parfois un peu trop, parce que tu fais beaucoup de choses pour les autres. Donc je pense que tu devrais apprendre à prioriser ta vie perso. Merci Léo. Voilà. Moi, je n'apprendrai Ça fait combien, docteur ? Jamais à prioriser ma vie pro parce que vous êtes là pour le faire. Alors. C'est tellement vrai en fait. Léo, à chaque fois qu'il ne peut pas dire non dans le milieu pro, il dit « voyez avec mon agent ». Voyez avec mon agent. Et ça revient chez moi. Et c'est vraiment ça. Et c'est Manuel qui dit non, et ça c'est parfait. Il parle d'un truc intéressant, il dit qu'il y a la conformité normative. C'est le désir qu'on a de s'entendre avec les gens et d'être bien vu par les gens. C'est vraiment un désir profond. C'est de ça dont j'ai été opéré, je pense, à la naissance. Oui, à mon avis, une ablation totale de ça. À mon avis, oui. Parce que moi, pour le coup, ce truc, je le ressens vraiment. J'ai beaucoup de mal à dire non à quelqu'un. Je le fais, je commence à le faire, mais pour moi, c'est extrêmement difficile. Et il dit que c'est totalement normal et qu'il y a une espèce de peur de bizarreté sociale, d'étrangeté sociale, qui fait qu'on va plus facilement dire oui que non. Et on va le regretter sans doute pendant des jours, des semaines, voire des mois si vraiment c'était une décision qui a un impact et que tout le monde fait ça et que c'est complètement con. Bon, pour quand même mieux connaître Léo dans le perso, t'as une manière un peu plus radicale, c'est de laisser la proposition en attente et de répondre une fois que la proposition ne peut plus être acceptée, parfois.
Il faut quand même que tu l'avoues. Parfois, on te propose des trucs. Si je te propose un samedi matin, par exemple, de faire un truc le samedi soir, tu peux avoir vu la notif, tu peux avoir vu le message, mais tu vas me répondre le dimanche soir pour me dire « Désolé frérot, hier je faisais ça, on se voit demain, bisous ». Parce que tu seras moins mal à l'aise de dire ça que de dire le samedi « Non, je veux pas ». C'est vrai ou pas, Manuel? C'est vrai. C'est vrai. Tu sais que c'est pire que ça, c'est que je le fais pas exprès. J'arrive pas à te croire quand tu dis ça. C'est mon cerveau qui dit « Tu es pas en état de répondre actuellement ». C'est ouf. Patiente. Et on verra si il y a un moment où tu seras plus en état d'accepter. C'est sûr, c'est plus facile de dire non quand l'OP elle est déjà finie, quoi. Enfin, que l'opportunité est passée, quoi. L'OP est déjà finie, mais comment il parle? L'opportunité. Non, mais c'est fou, ça. L'OP. Je t'offre l'OP d'aller boire un verre avec moi. Ouais, c'est vrai. C'est exceptionnel. C'est vrai, ça ressemble à Léo, ça. Ouais. Il parle d'un truc. Il dit que, et je pense que ça permet de rendre le process de sélection, d'élimination et de pouvoir dire non beaucoup plus simple. Il dit que tout le monde essaie de vous vendre quelque chose en échange de votre temps. Ah ben ça c'est sûr. C'est sûr, on est... Bah, c'est la nature même de la vie. Mais on est entouré de vampires. Ah bah oui. Il y a des tonnes de gens qui veulent planter leur croc dans ton cou toute la journée, en fait, à essayer de te bouffer du temps. Mais nous-mêmes, on le fait. Hein. Enfin, tout le monde le fait avec tout le monde. C'est humain. C'est quand tu as un truc à faire, si tu trouves qu'une personne autour de toi est plus compétente pour le faire, plutôt que d'essayer d'apprendre à le faire ou de le régler par toi-même, tu vas dire, bah, je lui demande à lui, parce que lui, quand il a besoin de quelque chose, il me demande... Et c'est un truc infini, en fait. Ouais. Bah, je trouve que c'est hyper cool comme notion, parce que ça permet de se rappeler que de voir tous les gens extérieurs comme des vendeurs, et de te demander ce que tu as envie d'acheter ou non. Mais c'est exactement ça, et je pense qu'il faut décomplexer les gens et leur dire, vous avez le droit d'être avare. Relisez l'avare de Molière d'ailleurs, ce sera très bien. Vous avez le droit d'être avare de votre temps. C'est pas une obligation, mais c'est un droit, et il faut l'utiliser. Qu'est-ce que vous faites là-dedans du facteur chance? Moi, j'ai l'impression que si j'avais dû écouter ce conseil dès le début, il y aurait plein de trucs que j'aurais pas fait, parce que je donne un exemple, puisque c'est le bingo de ce podcast. Rencontrer Manuel que je connaissais pas du tout. De tous les podcasts. De tous les podcasts. Rencontrer Manuel il y a 6 ans que je connaissais pas du tout. Ouais. Bref, j'avais autre chose à foutre. Je connaissais pas Manuel, je savais pas du tout ce qu'il pouvait m'apporter ou ce qu'on pouvait faire ensemble. J'avais aucune idée de ce que... Mais tu voulais pas décevoir ta maman. Bah, pardon, mais c'est vrai. Raconte l'histoire. C'est vrai. Mais bon, raconté 1000 fois l'histoire, les gens la connaissent. Je crois pas. Vas-y. Ah non, mais genre, en vrai, je crois pas. Bon, Manuel et la maman de Romain. C'est pour ça. Ils font une vanne par rapport à ça. Voilà, c'est super drôle. On peut continuer le podcast. Je regardais une interview de Manuel sur YouTube. Ma mère est passée à côté. Elle m'a dit, il a l'air très bien, ce monsieur. Pourquoi tu travailles pas avec lui? Je lui ai dit, bah, manque de clairvoyance. Voilà. Et moi, je lui ai dit à l'époque, je me souviens, je lui ai dit, bon, c'est comme si tu dis de contacter Xavier Niel. C'est un mec d'une grosse boîte. Jamais il me répondra. Et elle m'a dit, bah, t'en sais rien, tu l'as jamais contacté. J'ai dit oui pour pas décevoir ma mère. Alors, c'est tout. Tu crois? Ouais. Alors. Parce que vraiment, à l'époque, je faisais mes vidéos dans mon truc, machin, moi j'avais l'impression d'être le roi de la planète, hein. Il faut dire ce qui est. Hein. Bah toujours d'ailleurs. T'es jeune, tu fais des vidéos, t'as des vues, t'as des commentaires, tu te la sens plus. Hein. Non, un peu moins quand même. Donc voilà, mais... pour moi, il n'y a pas un facteur chance. Il n'y a pas un facteur chance là. Mais t'as pas contacté un mec qui sortait du Bronx. Mais non, mais si tu dois être tout le temps sûr... T'as contacté le fondateur d'une grosse entreprise de communication. C'est pas un facteur chance. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas 9 chances sur 10 qu'il se passe quelque chose ou que je fasse quelque chose de bien et content. Et il me contacte sur Messenger. Mais ça dit tout déjà. Oui, non, mais d'accord. Mais je veux dire, ça te prenait pas beaucoup de temps que d'envoyer un message. Ça, c'était une strat, hein, parce que je me suis dit que c'était là où tu allais recevoir le moins de messages. Parce que Facebook était beaucoup moins utilisé à l'époque. T'as eu énormément de chance parce que, sincèrement, je ne regarde jamais Messenger, jamais Facebook. Mais je savais qu'il y avait des bots parfois, et c'est le bot qui a permis ça. Il y avait les premiers bots Facebook qui pouvaient répondre. Voilà, contacter les gens sur Facebook qui vont répondre. La mère de Romain me kiffe et c'est tout. Elle écoute les podcasts en plus, c'est parfait. Donc tu trouves pas qu'il y a ce truc-là de je dis oui mais j'ai pas vraiment envie d'y aller et puis d'un coup tu rencontres la bonne personne, etc. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais ça te prend, d'une, ça te prend pas énormément de temps, et de deux, tu savais que ça allait dans ton sens, et c'est pour ça que tu l'as fait, et t'as priorisé ce moment. C'était quand même plus intéressant d'aller déjeuner avec Manuel en se disant, bah, il va peut-être se passer quelque chose, hein, quels que soient vos objectifs communs, que d'aller à une énième soirée d'une marque où tu sais que t'allais rien faire. Ah bah à l'époque, c'était ma priorité, c'était les marques, c'était les soirées, oui, mais c'était dans le ton monde centre de priorité, ouais. Déjeuner avec Manuel, je pense que c'était au-delà de 9. Hein. Ouais, peut-être, t'as raison. Mais du coup, vous pensez pas qu'avec cette règle-là, forcément, on se ferme la porte à peut-être parfois des belles opportunités qu'on sous-estime? Si, peut-être, mais c'est pas grave. Parce qu'à un moment, il faut quand même un système d'élimination. Ouais. Parce que si tu commences à courir
toutes les possibilités, tu finis par ne rien faire. Donc, je me plais à dire, vous l'entendez souvent dans ce podcast, que choisir, c'est renoncer. Il faut accepter ces renonciations. Et dans tes renonciations, il y aura des opportunités gâchées. Il faut l'accepter. Il faut accepter qu'il y avait des bonnes opportunités et tu ne les as pas adressées, tu les auras gâchées. Mais c'est pas grave, tu te seras concentré sur des choses particulièrement excellentes. Ouais, tu gagnes un temps fou. Dans tous les systèmes d'élimination, ils ne sont pas parfaits. Ils ne peuvent pas l'être. Mais ce que tu cherches, c'est à maximiser la performance. Donc tu cherches le système le moins mauvais. Okay. Et ça demande aussi de l'organisation et de la réflexion. C'est pas juste ça je mettrai 8 sur 10 donc je vais pas le faire. Il y a vraiment un système, il en parle, il le détaille dans le livre. Je vous invite vraiment à le lire si le sujet vous intéresse. Et je pense que le sujet vous intéresse. C'est vraiment, tu te poses plusieurs questions de en quoi ça va m'aider, quels sont les obstacles à réaliser cet objectif, est-ce que ça va dans le sens de mes objectifs, etc. Et une fois que tu as établi tous ces critères-là, c'est là que tu lui donnes une note. Mais c'est pas juste au doigt mouillé, ça je vais lui mettre 8, ça je vais lui mettre 9. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce système, c'est que ça t'oblige à te poser des questions à toi-même. Donc à réfléchir par toi-même. C'est un clin d'œil à notre épisode de l'été. Auto-réfléchir. À auto-réfléchir, exactement. Et donc, ça t'oblige à te poser la question de qu'est-ce qui est important pour moi. Ça a de la valeur, ça en a pas, etc. En fait, beaucoup de gens ne se sont jamais réunis avec eux-mêmes, ne se sont jamais regroupés et ne se sont jamais dit ça c'est important et ça l'est pas, ou ça l'est un peu moins et ça l'est pas du tout. Donc du coup les gens se laissent porter comme on se laisse porter par des vagues comme ça, et puis tu es en train de dériver comme ça, et puis tu dis s'il y a des courants, peut-être ça m'amènera quelque part, etc. Et tu finis par subir ta vie. Tu t'en remets en fait aux éléments, quoi. S'il y a du vent, s'il y a tu vois, et à ce qu'on te propose. Et voilà. Et d'ailleurs, j'aime bien dire que être dans le vent est une ambition de feuille morte. D'ailleurs, c'est souvent les gens qui répondent trop vite qui subissent ça. Cette phrase était magnifique, personne ne l'a relevée. Si, mais elle était elle est très bien. Elle était très bien. Merci. Attends, 1 minute de silence pour la phrase d'Emmanuel, parce qu'on doit arrêter le podcast, alors on attend. Souvent, on répond trop vite aux sollicitations qu'on a parfois, même si un pote t'appelle et te dit « Ah, t'es dispo dans 1 heure, machin, etc. » Prenez juste l'appel de lui dire « Ok, attends, je regarde 2 secondes, je t'envoie un texto dans 10 minutes pour te confirmer. » Ça va vachement plus t'aider que d'à chaque fois subir ces sollicitations-là. Parce qu'en plus, quand les gens sont pas trop mauvais, ils le font bien. Donc, ils font tout pour avoir la réponse. Et j'en connais un tout petit rayon dans les choses qu'on peut proposer, etc. Plus vite tu as la réponse, plus vite tu bloques un sujet, plus vite tu es sûr que la vie va moins changer que si tu lui laisses 5 semaines pour réfléchir à ce qu'il avait envie de faire avec toi. Et c'est une bonne technique parce que ça rend le non plus facile. Parce que tu dis pas oui. Exactement. Sur le coup de l'émotion de il me propose un truc, pourquoi je vais passer? Si je dis non, tu réfléchis vraiment au est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce truc? Est-ce que ça va pas à l'encontre de mes objectifs pour les prochaines semaines? Donc c'est vraiment une bonne technique. Mais si déjà les gens qui nous écoutent arrivent à se réunir avec eux-mêmes et scorer ce qui est important pour eux, pour définir à partir de quand ils vont mettre 9 et à partir de quand ils vont mettre moins. Première étape. Deuxième étape, en avoir absolument rien à foutre de ce que pensent les autres. Ouais. Déjà, on a fait un énorme pas en avant. Il n'y a pas de secret magique derrière la priorisation. C'est vraiment ces 2 éléments et c'est l'équilibre de ces 2 éléments. Ne pas se soucier de la vie des autres et savoir ce sur quoi on se concentre. Et c'est pas forcément définitif. Tu peux te concentrer sur un truc pendant un certain temps, une période de ta vie, et décider que tu vas te concentrer sur autre chose pendant une autre période de ta vie. Vous devez choisir entre vos objectifs perso ou professionnels et le fait d'être populaire auprès de tout le monde. C'est vrai. Les 2 sont souvent incompatibles. Vous pouvez être populaire et dire oui à tout, y aller à tous les déménagements, toutes les fêtes, tous les trucs, mais par contre, l'énergie, ça se décuple pas en fait. C'est pas en la décuplant que vous allez en avoir plus. Donc partez du principe que vous avez une jauge d'énergie sur la journée. Dans quoi est-ce que vous allez la mettre? Et il faut dire ouvertement que populaire, c'est pas un métier. C'est vrai. Et on vit dans une époque, je suis désolé de le dire, où on pense que connu, c'est un métier. Ouais. Moi, je suis connu. Et connu, c'est la conséquence d'un talent. C'est pas un métier.
je sais que il y a la télé-réalité, il y a tous ces trucs-là, etc. C'est des gens qui n'ont absolument aucun talent, mais qui ont de la notoriété. Et donc, c'est une inversion de ce qui devrait être l'ordre normal des choses. C'est que ta popularité dépend de l'exercice de ton talent. Ouais. Si tu as du talent, que tu l'exerces correctement, que des gens te reconnaissent ce talent et commencent à te faire confiance, t'écouter et te suivre, alors ta popularité augmente. Or, maintenant, on vit dans un système médiatique qui fait que tu peux avoir de la popularité sans aucune forme de talent. Et il y a franchement de la rééducation à faire, presque au sens psychologique du terme, pour que des générations entières comprennent que connu, ça n'a aucun sens en fait. Or, je comprends, c'est Andy Warhol, tout le monde veut son moment de gloire, etc., etc. Mais et les réseaux sociaux nous encouragent à cela, en fait. Mais c'est une conséquence du travail, c'est pas le travail. Enfin, tu te lèves pas le matin pour te dire tiens, je vais avoir plus d'abonnés. Tu te lèves le matin pour te dire je vais faire des contenus plus sensés. Ce qui est terrible, c'est que ça peut marcher pendant un temps. Ouais. Donc en fait, tu peux avoir des résultats et tu peux te dire ah, mais en fait, je peux vivre de ma popularité. Mais la réalité, et vous êtes bien placé pour le savoir, c'est que si tu veux que ça dure, la popularité elle-même ne suffit pas. Il faut du fond, il faut voilà. Donc je sais que c'est un discours pour le coup qui n'est pas populaire à porter et que on porte chez Influx, qui est de dire que nous, on ne représente pas des influenceurs, on représente des créateurs. C'est même notre tagline, qui sont de dire des créateurs influents malgré eux. Je sais que c'est un truc qui a fait réagir plein de gens. Ouais, en me disant ça, tu fais rien dire et que ça, on a eu pas mal de... Et c'est exactement ce qu'on pense. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des gens qui ont un talent, qui savent exercer ce talent, qui savent l'entraîner, qui vont l'entraîner quasiment comme un muscle, en fait. Et au final, ils vont obtenir une notoriété, une popularité qui vient de ce talent. Et quand on fait les choses dans cet ordre-là, c'est beaucoup plus durable. Et ça peut paraître banal aussi d'en parler, mais pour faire tous ces choix-là et de manière encore plus raisonnée, orchestrer toutes ces conséquences dans ce qu'on appelle un agenda, ça paraît aussi logique. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je reçois une sollicitation pour demain soir et que je vois que demain midi, j'ai déjà une sollicitation à l'extérieur, ça va encore plus faire baisser ma note. Il va vraiment falloir que je sois motivé parce qu'il faut que tu gardes du temps pour toi pour pouvoir aussi être optimal avec les gens dans ce que tu vas retransmettre. Parce que je vois plein de gens accepter des rendez-vous le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Le soir, ils écoutent à peine ce que va lui dire l'autre interlocuteur. Je trouve même pas ça respectueux, en fait. C'est dire non, ok pour toi, mais surtout pour l'autre. Si tu donnes de ton temps à l'autre, sois sûr d'être efficace. Et c'est encore une fois, on revient encore une fois à cette jauge d'énergie que tu peux pas trop diviser, parce que à force de la diviser, à force de la donner aux autres, t'en as plus pour toi. Tu m'en as parlé ce matin, Léo. Léo, ce matin, il parle de la salle de sport. Et il commence en me disant, peut-être la salle de sport, c'est tôt le matin, 8h et tout ça. Je vais voir si on continue le sport le matin et tout. Je dis, ah bon, mais tu es sûr que c'est le sport le problème et tout ça. Et en fait, en creusant, il me dit non mais tu vois parce qu'après on prend le café, après on parle, après je prends ma douche, je me prépare, puis après c'est déjà l'heure d'aller déjeuner ensemble, donc on déjeune, donc en fait ma journée elle commence vraiment à 14h30, 15h. Je lui dis le problème c'est pas le sport, le problème c'est qu'après le sport il faudrait que le café dure 15 minutes et pas 1h30, parce que comme ça tu aurais vraiment 2 heures de travail efficace le matin. C'est aussi en fait je me suis rendu compte pendant les vacances qu'il y a moyen d'optimiser ma journée et qu'en général mes jauges d'énergie c'est 14-16h, 19-21h. Je suis un monstre à ces moments-là. Le problème, c'est que quand je me lève tôt, que je fais du sport, que derrière on discute, qu'on va déjeuner, etc., 14-16 heures, je suis pas à fond. Et après 19-21 heures, j'ai pas envie de travailler tout le temps de 19 à 21 heures. Choisis. Si tu veux être dans un corps de loukoum. Non, mais par contre, ça n'empêche pas de faire le sport. De 23h à minuit. Mais pas forcément... Moi, je suis un militant du sport le matin. Pas forcément à 8 heures. Il y a un autre truc qui est important. Encore 8 heures, c'est pas tôt. 8 heures, on est en milieu de matinée. Ah oui, non, mais alors, t'exagères un peu, mais c'est pas forcément trop tôt. Mais pour moi, c'est un peu tôt quand même. Non, arrête. Pour moi, c'est un peu tôt. Il y a un autre truc dont il parle dans le livre, on en a déjà parlé. Je sais que Manuel, t'as une aversion envers ce sujet. Pas une ablation. Oui, on picole, on resserre Manuel. Le meilleur asset qu'on a. 2 minutes avant le live, Manuel nous dit par contre, j'ai vu la différence sur mon corps avec le sport, j'arrête de picoler. Vraiment. Non, mais on picole pas. Non. C'est du jus de pomme. Ouais.
Et on n'a pas dit qu'on inaugurait notre... On est vraiment des connards, on l'a pas dit. Ouais, on peut le dire maintenant. C'est le premier podcast qu'on enregistre dans notre nouveau studio, qui est globalement une cave à whisky. C'est vrai. Notre studio est désormais dans un bar. c'est le bar de chez Influx. C'est vrai. On s'est construit un petit endroit très privé. Que pour nous. Et on a un vrai bar, voilà, un vrai bar à cocktail, une table basse, des sièges confortables. Des stripteaseuses. Non. Ça c'est dans ta tête. Ça, c'est chez toi. Mais Stripteaseur non plus. Non plus, non, ça n'a aucun rapport. Enfin, toi, mais bon. Ah, d'accord. Malgré nous. Velu. Ok. Machine à glaçons, des bouteilles et tout, c'est vraiment notre petit... Exactement, et ça y est, il est prêt, donc c'est la première fois qu'on l'enregistre ici. Voilà. Fin de la parenthèse. On peut continuer le podcast, ça vous dérange pas, les gars? C'est bon. Ok, je vais reprendre une gorgée, puis après je vais dire ce que je voulais dire. Donc il dit dans le livre, un truc dont on a déjà parlé, et pour lequel tu as une aversion, Manuel, c'est le sommeil. Oui. Et il dit que c'est le meilleur asset que nous avons pour donner notre contribution au monde. Le meilleur asset que nous avons, c'est nous-mêmes. Et donc il faut protéger cet asset-là. Et que le meilleur moyen de le protéger, c'est de faire du sommeil une priorité. Parce que ça nourrit la créativité et ça active le plus haut niveau d'énergie. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Manuel? Alors physiologiquement, oui. Oui. Mais il se trouve que je suis pas constitué comme ça. Je pense que tu t'en convaincs et que ça t'arrange bien. Mais Non, depuis toujours, je dors peu. Je vais pas me forcer à dormir alors que j'ai pas envie de dormir. dormir. Mais je suis d'accord, mais un minimum de 5-6 heures, c'est bien. Ouais, c'est bien. Mais il se trouve, je parle pas de ma vie privée, mais il se trouve que là, en ce moment, je dors plus. Ah, bah tu vois, et je te sens beaucoup mieux. Bah, on s'est revus aujourd'hui, Léo. Oui, bah je te sens mieux. Il y a déjà une augmentation et tout, il m'a dit, Léo, c'est ça? Non, je te jure, je te sens mieux. Tu me sens mieux? Ouais. Ok. Enfin, Titre. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Donc voilà, donc le sommeil, et il dit un autre truc qui est très intéressant. Non, c'est vrai. Je dois admettre que ça a de l'impact, que tu peux être effectivement avoir plus d'énergie, plus de créativité, être plus... Voilà. Moi, je sais assez bien gérer 2 paramètres dans ma vie, dont vous pouvez témoigner. Le premier, c'est mon niveau de fatigue. Je sais assez bien le gérer. Et je sais assez bien gérer la douleur. Ça, on sait pas. Hein. Et donc... Moi, je sais. Quoi? C'est-à-dire? Non. Et donc, ces 2 paramètres-là font que, effectivement, j'arrive à me passer de sommeil, j'arrive à affronter la difficulté physique. Les câbles XLR. Qui te fatigue ou qui te fait mal, en fait. Et donc, voilà, c'est pas mal. Ça m'aide, en fait. Mais c'est pas durable. Et parfois, c'est bien de revenir à un truc un peu plus posé, un peu plus calme, et que tu retrouves pas mal d'énergie. Voilà. Le sommeil doit faire partie de vos priorités. En revanche, le sommeil, ça veut pas dire dormir 10 heures chaque nuit. C'est un peu trop. Ça veut dire avoir conscience de votre besoin en sommeil et s'adapter et essayer de faire en sorte de se coucher tous les soirs à peu près à la même heure, etc. 7-8 heures, c'est bien. Au-delà, ça devient beaucoup. Vous l'avez déjà dit à plusieurs podcasts, mais tout dépend de vos ambitions. Si vous avez un taf qui nécessite 6 heures de taf par jour et que vous êtes très heureux de dormir et machin... Non, pour le coup, ça n'a aucun rapport avec tes ambitions, c'est physiologique. Au-delà de 8 heures, c'est vraiment beaucoup. Tu peux être dans un cas où tu as besoin de 9 heures, mais dormir trop, c'est contre-productif. Mais oui, mais t'as plein de gens qui kiffent ça. Combien de gens j'entends... S'ils kiffent et qu'ils n'ont aucun autre objectif, c'est OK. Voilà, c'est ça, c'est ça que je dis. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, oui, les sollicitations vont avec le temps que tu peux y allouer et l'énergie que tu peux y allouer. Un dernier conseil dans le livre, et je pense que c'est un des plus importants, il parle de l'importance de se créer de l'espace pour lire, quotidiennement. Et il dit cette phrase qui a vraiment fait écho et qui m'a passionné, c'est que on a aboli avec la technologie toute chance de s'ennuyer. Et que en abolissant cette chance de s'ennuyer, on a aussi perdu le temps qu'on utilisait autrefois pour réfléchir et processer des informations. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus con aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et c'est vrai. Je peux vous raconter. C'est la réalité. Ah, mais c'est complètement vrai. Parce qu'aujourd'hui, quand en fait, on n'a plus que la douche pour réfléchir. Et encore, dans la douche, on peut écouter des podcasts, de la musique, etc. Et on réfléchit plus.
Mais sinon, quand t'es aux toilettes, t'as ton téléphone, tu regardes des TikTok. Quand tu t'ennuies dans un aéroport parce que ça dépend des gens. Moi, je fais pas ça. Non, toi, tu fais pas ça. Parce que ton train, il est retardé, etc. Bah, c'est pas grave parce que tu vas aller sur Twitter et tu ne réfléchis plus jamais. Et c'est un drame. Moi, je trouve un de mes kiffs perso est d'observer le spectacle gratuit que te donne la vie autour de toi. C'est vrai. Alors ça doit être une partie de mes origines catalanes qui fait ça, où les Catalans sont assez moqueurs, mais j'adore m'asseoir et observer ce qui se passe autour de moi et inventer des vies aux gens qui nous entourent. C'est un super jeu, ça, on adore y jouer. T'es au cirque? Oui, mais c'est un peu Franquiste Zapata. C'est un peu ça, limite. C'est un peu limite comme vanne, mais c'est pas mal. Et je trouve que c'est un moment extrêmement important de ne pas être sollicité, de laisser ton cerveau divaguer, d'imaginer des histoires, de t'ennuyer à certains moments. Et l'ennui a des vertus extrêmement nourrissantes pour nous, en fait. Ouais. Et il faut dire aux gens qu'ils ont le droit, voire le devoir de s'ennuyer. Mais en fait, c'est le départ de la créativité. Et je pense qu'avec Romain, on a commencé les vidéos parce qu'on se faisait chier. Mais tellement, mec. Moi, en cours, je me faisais tellement chier. J'avais un papier et un stylo et je dessinais des trucs, des machins. Alors, et puis, t'es pas devenu dessinateur. Non, mais tu sais, je voulais partir du papier et du stylo parce que je voulais vous raconter un truc que je fais depuis le début des vacances. Et qui est vraiment trop bien. Je trouve, j'ai ma petite satisfaction là-dessus. Le matin, j'ai toujours mon téléphone soit comme réveil, soit parce qu'il est branché à côté sur la table de nuit. C'est un truc que j'ai jamais pu vraiment le sortir dans une autre pièce et tout ça, je l'ai jamais fait. Je regarde juste l'heure et après, je m'oblige à poser mon téléphone et à n'utiliser, je te jure, qu'un papier et un stylo pendant l'heure qui suit mon réveil. Si j'ai pas eu de SMS urgent, etc., je laisse mon téléphone en charge et le temps que je prenne ma douche, que je m'habille, que je prenne mon café, etc., je n'ai qu'un petit papier et un stylo juste pour parce que le matin, tu as toujours des petites to-do list que tu as envie de te faire. Tu dis, ah merde, aujourd'hui, il faut pas que j'oublie de faire ça, là, j'ai ça, etc. Et c'est fou comme tu notes 10 fois plus de trucs que si tu avais ton téléphone, puisque si tu as ton téléphone, tu rentres dans ton Things, tu fais d'autres trucs. Une note, et après tu te dis, ah tiens, et Instagram, il y a quoi? Et exactement ce que tu dis. Et ce truc-là, c'est tout con, parce qu'en fait, tu passes le même temps à réfléchir, à organiser ta journée, etc. Surtout quand tu y as pensé la veille via les conseils de Manuel. Et je trouvais ça génial. Et vraiment, c'est un truc que je fais. Du coup, maintenant, je passe pour un vieux parce que je te jure, à la maison, j'ai un petit bloc-notes à côté de la cuisine, un petit bloc-notes à côté dans ma chambre, mais c'est trop bien. C'est très bien. J'ai lu dans un article ce matin, dans un article Medium, que la meilleure app de productivité pour son iPhone, c'était le mode avion. C'est exceptionnel. J'ai trouvé ça génial. Donc ça va dans ton sens. Et ce qu'il dit dans le livre, c'est que les 20 premières minutes de la journée, il faut les passer à lire un livre. Peu importe. Pas sur son téléphone, pas sur sa tablette, un livre physique ou alors sur une Kindle, mais un livre qui nous inspire et que ça permet de vraiment démarrer la journée autrement qu'avec Instagram ou Candy Crush. C'est d'ailleurs ce que tu avais dit une fois, Manuel. Tu avais dit les gens ont trop l'habitude de lire le soir. Mais le soir, t'es fatigué, t'es moins concentré, t'as plein de trucs dans la journée qui te restent en tête, alors que le matin, mais juste 15 minutes par jour, c'est énorme, vraiment. Parce que c'est pathétique de voir des gens qui utilisent la lecture comme une berceuse. La lecture, c'est pas fait pour s'endormir. Normalement, c'est fait pour te nourrir. Donc, démarrer ta journée avec des trucs qui t'inspirent, des trucs qui te plaisent, des trucs qui te font s'évader ou je ne sais quoi. Peu importe ce que tu lis, je m'en fous, il n'y a pas de snobisme de la lecture. Tu peux lire un roman, tu peux lire n'importe quoi, mais lis, en fait, nourris-toi. Et aujourd'hui, la majorité de la consommation de contenu des gens qui nous entourent provient du web, des réseaux sociaux ou autres. Ça ne nous nourrit pas. Ça nous consomme, voire ça nous consume. Et pour avoir des sujets qui nous intéressent, même des choses que je vois sur Twitter, je me suis ajouté dans l'app Things, puisque c'est celle qu'on utilise tous les trois, juste un petit, un dossier, en gros, à lire. Et juste quand je regarde un tweet avec un titre qui m'intéresse, mais que je ne prends pas le temps de le lire complètement et tout, je me copie-colle le lien dans ce dossier à lire, et à un moment de la journée, quand j'ai juste envie de passer 10-15 minutes, aujourd'hui je l'ai fait, j'avais 3-4 articles de tech à lire, et j'ai vraiment pris le temps de lire, de prendre des notes, etc. Et je trouve que tu es beaucoup plus aussi productif comme ça que quand tu enchaînes dans la journée tout ce que tu as à faire, plus ça, quoi. Je reviens sur ce que disait Manuel à propos du fait de lire le soir. C'est même dommage. Alors ça dépend de ce que tu lis. Je pense que le soir, c'est vraiment le moment pour lire de la fiction. Ce que je me force à faire parfois parce que sinon c'est vraiment pas mon truc. Mais c'est dommage de lire des livres inspirants le soir parce que en fait à chaque fois que je le fais, j'ai envie de faire des trucs.
J'ai envie d'être créatif, j'ai envie d'être productif, etc. Et je vais juste dormir en fait. Donc ça n'a aucun intérêt. Le lendemain matin, le truc a disparu. J'ai plus du tout cette envie et ce courage-là à procurer par ce que j'ai lu. Donc le mieux, c'est effectivement de lire ce genre de livre le matin pour avoir ce boost d'énergie et de créativité. Donc tu viens de militer pour le fait de se lever tôt, de lire. Pour lire. Et d'être inspiré pour le reste de la journée. Pour lire. Voilà. Est-ce qu'on peut du coup dire que la priorisation, elle commence par passer du bon temps avec soi-même ? C'est vraiment. On a plus. Non, mais c'est vraiment un chapitre du livre où il dit que c'est aussi important de jouer, c'est aussi important de se divertir. Il faut simplement prioriser son divertissement aussi. C'est-à-dire que te divertir, c'est pas forcément mater Netflix toute la journée. Mais c'est très important de bien s'entendre avec soi-même. Il y a des gens qui ont peur d'être seuls. Il y a des gens qui disent oui à tout parce qu'ils préfèrent être avec quelqu'un nul, mais plutôt que de se retrouver tout seul. Exactement. Et je trouve que se rencontrer, c'est hyper important. Alors ça paraît complètement chamanique de dire ce genre de choses, mais voire un peu illuminé, mais il y a plein de gens qui passent leur temps à se fuir, qui ont extrêmement peur de se retrouver avec eux-mêmes. Ouais. Et c'est la phrase d'Oscar Wilde que j'adore, j'ai décidé d'être moi parce que tous les autres sont pris. Donc voilà, c'est très important d'être en paix avec soi et de se découvrir, de se rendre compte de ce qu'on a raté, de se rendre compte de ce qu'on doit changer, de se rendre compte que des fois on se déçoit, qu'il faut se battre pour arrêter de se décevoir, pour changer des priorités dans sa vie, etc. Et c'est dur, c'est un process difficile. C'est beaucoup plus facile de s'abrutir, de s'enivrer à coup d'histoire des autres, à coup de ragots, à coup de télé-réalité, à coup de trucs qui n'ont aucun sens, parce que ça nous empêche de se rencontrer. J'ai une autre citation pour répondre à la tienne, de Picasso, qui disait « Sans véritable solitude, aucun travail sérieux n'est possible ». C'est tout à fait vrai. Et vous savez que je me suis rendu compte d'un truc pendant l'été. Je sais maintenant pourquoi je lis des livres. Parce que jusqu'ici, on en avait parlé de la lecture déjà dans un podcast, et j'avais dit que c'était pas tellement une envie, mais qu'en général, c'est pour m'intéresser à des sujets, etc. Et en fait, je me suis rendu compte pendant cet été que je lis pour pas crever, en fait. Parce que je me sens tellement mal quand j'ai fait que bouffer du contenu. J'ai regardé YouTube, Netflix, TikTok, etc., que je lis parce que je sens que je suis en train de mourir à l'intérieur. Il y a plein de gens qui ne se nourrissent. Si on fait un parallèle avec une plante, c'est exactement comme si t'arroses cette plante avec de l'eau, mais que dans cette eau, il y a de l'eau de javel. Alors diluée, il y a une petite dose, etc. Alors l'eau lui est nécessaire et l'eau de javel la tue, en fait. Et c'est un peu compliqué. Et en fait, décider de remplacer l'eau de javel par des engrais, des trucs qui te nourrissent, des trucs qui vont t'aider à grandir, etc., c'est plus dur, c'est plus lent, c'est un processus qui demande plus de courage, qui ne paye pas immédiatement, qui parie sur le long terme, mais qui est extrêmement important si tu décides d'avoir une vie qui n'est pas une vie flash, qui n'est pas une instantanéité de désir et de résultats. Si tu veux aller au-delà de l'éphémère, il faut que tu acceptes que ça passe par des difficultés, du franchissement d'obstacles, le fait de s'affronter soi-même. Vous devez absolument prioriser votre vie. Et ce que vous faites dans le milieu perso et dans le milieu professionnel, on a déjà parlé du fait de vouloir absolument être sur tous les réseaux, etc. Je crois que ça marche pas comme ça. Vous devez juste investir là où vous êtes le meilleur, en ce qui vous fait le plus plaisir. Moi, j'ai toujours plein de gens qui me demandent pourquoi je parle beaucoup d'Apple, etc. Tout simplement parce que c'est là que je suis le meilleur. Et que je vais donner mon énergie là où je suis le meilleur. Il y a plein d'autres trucs qui m'intéressent. Si je m'écoutais, j'aurais déjà fait une chaîne YouTube où je teste des jeux de société. Mais je sais que je suis pas exceptionnel là-dedans. Par contre, je suis assez exceptionnel quand il s'agit de parler de ce que va faire Apple dans le futur, etc. Donc je mets mon énergie là-dedans. Faites ça. Ça va changer votre vie. Voilà, si le sujet vous a parlé, je vous invite vraiment à lire Essentialism de Greg McKeown, parce que ça regorge de conseils et d'astuces qui sont assez exceptionnels. Et j'invite surtout Manuel à le lire.
Merci les gars. Merci Léo. La vie. Merci Romain.